C'est l'heure du second débat de ce Sens Public consacré à la santé de l'océan, sur lequel les représentants de plus de 190 pays, 50 chefs d'État et de gouvernement vont se pencher à partir de demain à Nice. C'est la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Surpêche, pollution plastique, réchauffement de la température de l'eau, air marine protégée. Les enjeux sont vitaux pour notre planète bleue. Avant d'en débattre, on dresse le portrait d'un écosystème en danger avec Cécile Sixou. Les scientifiques sont unanimes, l'océan va mal et l'un des premiers symptômes est l'augmentation exponentielle de ses températures. Dans les années 80, les océans prenaient 0,06 degrés tous les 10 ans. Désormais, leur température augmente de 0,27 degrés par décennie. Ces hausses liées au réchauffement climatique ont des conséquences dramatiques selon les scientifiques. On a une élévation du niveau de la mer environ une vingtaine de centimètres depuis le début du siècle. On a un déclin généralisé des espèces marines, des fortes dégradations des écosystèmes côtiers, comme effectivement ces récifs coralliens qui sont vraiment des sources de biodiversité énormes, les mangroves, les herbiers marins, qui sont aussi des barrières naturelles qui protègent les populations terrestres. Autre constat alarmant, les mers sont très polluées, principalement par le plastique. Chaque année, entre 5 et 13 millions de tonnes sont déversées dans les océans et il y aurait près de 150 millions de tonnes actuellement dans les eaux. Cette pollution n'a pas de frontières, souvent invisible, elle touche l'océan dans son ensemble. Quand il sera impacté en surface quelque part dans le monde, eh bien, en fait, c'est en quelques années, je dirais, c'est la totalité de l'océan qui va récupérer toutes ces molécules toxiques. Et ça, c'est terriblement dangereux, puisque par rapport à cette pollution qui s'infiltre dans toute la chaîne alimentaire, personne ne pourra réchapper, aucun organisme. D'autres activités humaines, comme la surpêche et l'exploitation minière, dégradent également les fonds marins. Au sommet de Nice, l'un des objectifs est de créer 30% d'aires marines protégées d'ici à 2030. Aujourd'hui, il n'y en a que 12%. Et on vous explique pourquoi il y a urgence avec mes invités. Mathilde Olivier, bonsoir, bienvenue. Vous êtes sénatrice et écologiste des Français hors de France. Vous avez déposé une proposition de loi visant à mieux protéger les écosystèmes marins. Elle sera débattue le 12 juin prochain. Romain Troublé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la Fondation Tara Océan et vous publiez aujourd'hui L'Océan, parcours d'un engagement. C'est aux éditions Stock. Marie Bellan, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste en charge de l'environnement et du suivi des politiques publiques en faveur du climat au journal Les Échos, et Mickaël Darmon, éditorialiste politique, est évidemment resté à mes côtés. Alors, il y a plusieurs constats à faire. On va commencer par la santé ou la mauvaise santé de l'océan. Par exemple, le constat de la pollution plastique. Il y a plusieurs chiffres qui circulent, mais on a choisi celui-ci, 150 millions de tonnes de plastique dans les océans. On parle de l'équivalent d'un camion poubelle de déchets plastiques qui s'y déverse chaque minute. On peut parler de, Mathilde Olivier, d'un bien commun qu'il faut protéger quand on parle des océans ou de l'océan? Tout à fait. L'océan, c'est un bien commun pour nous toutes et tous, à la fois parce qu'il nous apporte. Je pense qu'on a toutes et tous des souvenirs de nos vacances à la mer, mais aussi en termes de ressources qui nous sont apportées par l'océan, que ce soit bien sûr les ressources halieutiques, les poissons, mais aussi le tourisme autour des océans et autour des littoraux. Et puis, on a aujourd'hui une grande partie de la population mondiale qui vit proche des côtes, proche des océans, et qui forcément sera potentiellement impactée par le changement climatique, par la montée des eaux, par l'érosion côtière. Oui, avec évidemment, il faut rappeler ce chiffre, les mers, les océans recouvrent 71% de la surface du globe. On devrait dire l'océan, Romain Troublé. On peut commencer en expliquant ça en début de débat. C'est un seul écosystème où tout est lié en quelque sorte. Oui, je crois que n'importe quel poisson peut aller où il veut sur cet océan. Donc moi j'aime bien dire qu'il n'y en a qu'un seul parce que c'est aussi une façon de personnifier plus davantage cet espace et de mieux expliquer à quel point, quand on pollue en Chine, on pollue en fait toute la planète. Et donc il n'y a pas de pollution séparée d'endroits. Mais moi, chez moi c'est propre, chez toi c'est sale. En fait non, c'est un truc, comme tu dis, commun. Et qu'il faut protéger comme un tout. Et quand on fait l'écologie, comme moi je fais avec les chercheurs sur Tara, autour du monde, on voit bien que tous ces écosystèmes sont totalement interdépendants. Oui.
Et avec, dans la liste, on a oublié de dire que c'est aussi le poumon de la planète, l'océan, Romain Troublé. Oui, c'est un poumon. En fait, l'oxygène qui est produit par l'océan, il est consommé par les habitants de l'océan. Donc en fait, s'il n'était pas produit, il serait pris dans l'atmosphère, donc on en aurait moins. Et aujourd'hui, il est consommé par les habitants, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de monde quand même qui vit là-dedans. Et cet océan, et cet oxygène, il est vital. Moi, je dis souvent que l'océan, c'est notre sang à tous. Parce qu'il transporte l'oxygène, il stocke le CO2, il transporte tout sur la planète. C'est vraiment quelque chose de vital pour l'humanité. Il ne serait pas là. La température moyenne du globe ne serait pas de 15 degrés, mais de 32 degrés. Donc on a besoin de cet océan en bonne santé et pas trop chaud. Oui, pas trop chaud, et c'est là que ça se complique évidemment. Planète bleue, et pourtant, Marie Bellan, l'océan, c'est, je le disais, 71% de la sphère du globe. C'est pas si bien connu. C'est-à-dire, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, en quelque sorte. C'est un peu le paradoxe. Ouais. Même nous, médias, on ne parle pas souvent de l'océan, finalement. Enfin, en tout cas, quand on est responsable des sujets climat comme moi, on parle beaucoup, effectivement, de pollution de l'air, d'émissions de gaz à effet de serre. L'océan, c'est un sujet qui est un peu secondaire, alors que, bon, pour la France... Quand on sait qu'on est quand même la deuxième puissance maritime mondiale, derrière les États-Unis, certes, mais ça veut dire que c'est quand même important. Et c'est vrai que c'est un univers qu'on connaît peu. Là, les chiffres de l'UNESCO qu'on nous a donnés récemment, c'était qu'il y avait seulement 26% en fait, des fonds marins qui étaient cartographiés, alors en haute résolution, hein, donc il y en a peut-être un peu plus si on a moins d'exigences sur la qualité, mais quand même, ça veut dire à peine un quart de cet univers qui est connu. Et c'est vrai que c'est un univers en 3 dimensions, vraiment, parce que donc, du coup, il y a la colonne d'eau, il y a les fonds marins, il y a la surface, enfin, c'est d'une complexité extrême. Et je pense qu'aussi, tous les écosystèmes qui sont à l'intérieur sont encore très mal connus. Et d'ailleurs, là aussi, c'est un chiffre qui est intéressant. La recherche scientifique sur l'océan, c'est tout petit. C'est moins de 2% des budgets de recherche. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'on a besoin, justement, de fondations comme la vôtre. C'est la mission de Tara, c'est ça. C'est des missions scientifiques, en fait. Oui, c'est d'améliorer la connaissance de cet écosystème. On connaît, comme vous dites, on connaît rien. Enfin, Tara, qui est une petite équipe, qui travaille avec le CNRS, avec quelques chercheurs dans le monde, 30-50 labos à chaque fois. On a découvert la moitié de ce qu'on a ramené des océans depuis 15 ans est inconnu. On n'est pas un bateau énorme, on n'a pas des fonds fous, mais la moitié de ce qu'on a ramené, c'est inconnu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous lancez une mission Tara, vous revenez avec des éléments qui étaient absolument inconnus, qui ne faisaient pas partie de la connaissance humaine. Jamais vu. Oui. On a découvert sur les coraux, les récifs coralliens, il y a 2 ans, autant de bactéries, là, inconnues, que celles qu'on connaît, que l'humanité connaît. On a doublé la connaissance, le nombre de bactéries à connaître. C'est complètement ahurissant. Et donc, il y a besoin de s'intéresser à cet océan. Et cette conférence de l'UNOC qui arrive, elle a ce mérite de mettre les projecteurs sur cet écosystème, c'est important. Alors justement, conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'ouvre demain à Nice. La ministre de la Transition écologique, qui est également en charge de la mer, Agnès Pannier-Runacher, espère que la Chine sera présente et pèsera de tout son poids. La lutte pour le climat ne peut être dissociée de la protection de la biodiversité et de la lutte contre toutes les pollutions. Et face à cette triple crise planétaire, nous avons décidé d'agir de manière intégrée, cohérente, déterminée. Je ne vous cache pas que je compte évidemment sur la participation de la Chine à cette conférence internationale, mais surtout à sa capacité d'entraînement, à sa capacité à parler haut et fort et à prendre des engagements pour la Chine, mais aussi à pousser les autres pays à s'engager plus avant dans la protection des océans. Agnès Pannier-Runacher qui était en Chine, invitée à Pékin au ministère, à l'ambassade de France, à Pékin, à l'occasion d'un anniversaire célébrant le 10e anniversaire de l'accord de Paris. Question simple, je peux peut-être presque vous la poser à tous les trois. À quoi sert ce sommet, cette conférence des Nations Unies qui se déroule, qui s'ouvre à Nice demain? Mathilde Olivier, je commence avec vous. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? On se pose la question, nous aussi, de ce qu'on va pouvoir en attendre. On parlait du fait que la France est la deuxième puissance maritime du monde. La première, c'est les États-Unis. Les États-Unis qui sont en train de revenir sur tous les engagements pris, sur les aires marines protégées, par exemple, sur l'exploitation aussi des fonds marins. Et aujourd'hui, face à cela, on a besoin de politiques qui soient proactives. On a besoin que la France, elle montre l'exemple.
la France, elle a été active sur les questions internationales, sur l'exploitation des fonds marins, sur le moratoire sur l'exploitation des fonds marins, sur le traité sur les eaux en haute mer. C'est des choses qui sont importantes, sur lesquelles on a pu aujourd'hui avancer, mais il faut aussi que l'on montre l'exemple sur le territoire national dans la mise en œuvre de nos politiques. On y reviendra sur le bilan de l'action d'Emmanuel Macron, mais sur cette conférence, alors il y a quand même 50 chefs d'État et de gouvernement, il y a tous les pays de l'ONU qui seront représentés. Romain Troublé, on peut voir aussi le verre à moitié plein, mais à quoi ça va servir ? Parce que je ne crois pas qu'il y ait de mesures contraignantes à en attendre. Non, c'est un processus qui n'est pas contraignant. C'est-à-dire qu'on va discuter, c'est du soft law, c'est-à-dire qu'on va essayer de se mettre d'accord. Et en fait, il y a très peu d'endroits où on parle de l'océan comme un tout. Il y a beaucoup à l'ONU d'agences qui s'intéressent au transport maritime, à la biodiversité, à la pêche, etc. Là, on s'intéresse à tout. Et l'enjeu n'est pas de décider, mais l'enjeu est de créer des coalitions pour que dans chacune de ces agences de l'ONU, on soit beaucoup plus ambitieux. Et en fait, cet UNOC, s'il avait un mérite, et j'espère qu'il l'aura, c'est de mettre aussi sur l'agenda des hommes politiques et des femmes politiques du monde entier la question de l'océan. C'est que c'est pareil que pour nous. On en parle peu dans les médias, on n'en parle jamais dans les hémicycles, dans le monde. Et donc c'est aussi ça, pour ça que c'est important. Et que la France l'accueille, moi ça va m'arriver qu'une fois dans ma vie. Donc je pense qu'il faut le vivre à fond et il faut essayer de le pousser au maximum, et on verra bien ce qui arrivera. Mais je crois que c'est important. Le fonctionnement est différent de celui des COP dont on parle beaucoup déjà. Oui, on peut expliquer ça, Marie. Il y a un petit peu enfin, on les confond souvent parce que c'est une conférence des Nations Unies, effectivement, mais comme vous le disiez très bien, il n'y a pas de traité, enfin en tout cas pas à ce jour, on espérait qu'il n'y en aurait un, mais en tout cas il n'y a pas de négociations qui vont se dérouler. Là, en fait, la déclaration qui va être faite à la fin du sommet, elle est déjà rédigée, en fait. Donc, il n'y aura pas de négociation pendant la COP. Elle a été rédigée. Alors, il y a eu des négociations pour avoir un texte sur lequel tout le monde s'entend, mais elle a été donc préparée à New York. Là, en fait, c'est plus des engagements volontaires de chaque État participant, des coalitions qui vont émerger, mais il n'y aura pas l'équivalent d'un texte de COP. Et alors, on espérait, comme je le disais, qu'il y aura peut-être un jour la COP 1 des océans, si ce fameux traité dont vous avez évoqué l'existence, là, ce traité sur la haute mer est signé. Alors la France mettait beaucoup d'espoir dans le fait qu'il soit ratifié par 60 États pour pouvoir entrer en vigueur lors du sommet de Nice. Là, sans vouloir être trop pessimiste, je pense qu'on n'y arrivera pas parce que les chiffres varient beaucoup, parce qu'entre ceux qui ont dit qu'ils allaient le faire, ceux qui l'ont déjà fait, mais on n'est pas à 60 aujourd'hui. Il y a quand même peu de chances qu'on y soit d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de COP océan prévu à ce jour. Et sur la Chine, parce qu'effectivement les États-Unis, Donald Trump a été réélu, donc on a bien compris le retour en arrière, mais la Chine pourrait, avec une Europe, un peu pousser les enjeux justement d'une ambition environnementale, notamment pour l'océan, pas seulement pour l'océan. Moi je crois que c'est le premier sommet multilatéral qui a lieu après l'élection de Donald Trump. Donc c'est une formidable occasion de remettre en avant le multilatéralisme et l'importance du multilatéralisme pour la gouvernance de la planète. Mais il y a encore des gens qui y croient. On a quoi d'autre ? On n'a rien d'autre que ça pour gérer cette planète. Donc il va falloir s'entendre. Et on voit des signaux comme quoi la Chine, quand Donald Trump dit « mais moi je m'en fous du traité, je vais aller explorer les fonds marins et on va en parler dans un exploiter instant, ». Et la Chine dit non mais le droit international, ça compte. Ça, on en parle dans un instant. L'exploitation, effectivement, des ressources minières, des fonds marins. On écoutait la ministre Agnès Pannier-Runacher, Mickaël. Alors, on va justement évaluer avec vous les ambitions océaniques françaises. Oui, effectivement. L'enjeu n'est pas nouveau. Souvenez-vous, enfin, pour ceux qui, effectivement, ont eu cette archive, et on la connaît sûrement, en février 68, le Monde diplomatique écrit « Les richesses du XXIe siècle sont à prendre au fond des mers » et s'intéressait déjà à l'exploitation minière en mer. Des décennies plus tard, on voit bien que ce XXIe siècle, en fait, est en train de voir à quel point les mines sous-marines et l'exploitation minière sous-marine peut être aussi un enjeu. Et donc, sous la mer, le champ de bataille s'appelle la fameuse ZEE, la zone économique exclusive. Et peut-être est-ce là la véritable aussi motivation, je dirais, non avouée de ce qui va se passer à Nice, parce qu'on sait que la France
possède, évidemment, on l'a entendu, le deuxième domaine maritime, donc le plus étendu au monde, après celui donc, des USA, d'où la lutte permanente pour le contrôle des immenses réserves de cobalt, de nickel, de manganèse, en particulier dans une des zones où la France est aussi présente, dans le Pacifique, dans l'atoll de Clipperton, qui se trouve dans une région où la France n'est pas loin. Oui. Et peut-être est-ce là aussi la raison pour laquelle les pays vont se réunir. Oui, avec quelle ambition pour la France ? Eh bien justement, elle est assez floue. C'est-à-dire qu'en réalité, et comme on l'a déjà effectivement compris depuis le début de ce débat, malgré plusieurs études, la France ne dispose que de visions assez parcellaires quand même de la richesse de ces fonds marins et de la manière de les exploiter. La seule chose qu'on a compris, c'est la concurrence pour la ressource des fonds marins. Elle est absolument puissante, elle s'intensifie sur la scène internationale. C'est pour ça peut-être aussi que tant de pays viennent à Nice, parce qu'ils viennent aussi cartographier également l'océan. Je me souviens qu'à la fameuse conférence de Copenhague, les Chinois étaient venus pour bloquer, en disant nous interviendrons dans ce domaine quand nous pourrons être les premiers. Donc de ce point de vue-là, il y a aussi un double enjeu. Il y a une course effrénée pour exploiter ces fonds marins. Le président Macron revient à l'instant d'une tournée en Asie du Sud-Est, où il a effectivement annoncé plusieurs ambitions pour renforcer dans les domaines défense, innovation, transition énergétique, des ressources minières. Voilà, il y a eu beaucoup de contrats, on les a tous énumérés. Il n'y a pas eu beaucoup, effectivement, de ce point de vue-là sur les fonds marins. Mais alors, on va en débattre, mais ça pourrait être une chance pour la France, d'après vous ? Et oui, parce qu'en fait, les ressources sont prometteuses. Si on arrive à trouver une exploitation, on va dire, vertueuse quand même, parce que c'est la grande difficulté, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut réunir les spécialistes et qu'il faut continuer à en parler. Dans un avenir proche, on pourrait utiliser aussi des exploitations minières sous-marines qui pourraient aussi apporter aussi au pays, notamment à la France, une possibilité de croissance. Mais on le sait aussi, pour des raisons financières et pas seulement techniques, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est aussi l'une des conséquences cruelles de toutes les analyses que l'on lit, que l'on a en permanence sur la situation financière de la France. Il y a eu encore un dernier conseil interministériel récemment donc sur la mer et qui montrait qu'effectivement, c'était pas possible encore de pouvoir mobiliser des finances, des études, de l'énergie pour pouvoir donc établir ces ressources. Donc voilà, ça n'est pas actuellement donc, à l'agenda politique, donc, parce que ça ne rapporte pas non plus politiquement. Le gouvernement, on l'a compris, ne parle pratiquement jamais de ces sujets. Donc effectivement, peut-être qu'à Nice, on va aussi comprendre que si on est capable de faire un océan vertueux, peut-être qu'on pourra, en touchant le fond, repartir. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord autour de cette table, mais c'est très bien, ça lance le débat, Mickaël, et c'est parfait. Pourquoi ? Parce que Donald Trump a signé un décret destiné à lancer justement des projets d'extraction minière dans les grands fonds, y compris dans les eaux internationales. Vous y faisiez référence tout à l'heure, ça fait réagir la Chine. Je vous propose d'écouter sur ce thème une juriste, elle s'appelle Marine Calmet, elle fait partie d'un collectif d'associations françaises et internationales qui lance cette semaine un appel pour que soient inscrits les droits des océans dans la déclaration de l'ONU prévue à Nice. L'enjeu de cet appel, c'est de demander l'inscription dans la déclaration qui sera adoptée à Nice au mois de juin pendant la conférence des Nations Unies des droits de l'océan pour proposer de nouvelles solutions pour protéger les écosystèmes marins. Aujourd'hui, on constate que le droit actuel n'a pas suffi pour enrayer l'effondrement des écosystèmes marins. Notre législation, nos lois, nos conventions ne permettent tout simplement pas de répondre à l'urgence écologique. Là où justement le mouvement des droits de la nature et précisément la question des droits des océans permettent d'apporter des nouvelles solutions et de proposer à la fois un nouveau modèle juridique et de nouvelles gouvernances pour protéger l'intégrité et la bonne santé des milieux marins. Mathilde Olivier, c'est quoi la bonne politique ? C'est effectivement se dire... laissons les ingénieurs, les chercheurs peut-être trouver une solution, je ne suis pas sûr que ce soit possible, d'extraction minière la plus vertueuse possible, ou alors c'est au contraire, taper du poing sur la table juridiquement et dire on n'a pas le droit. Non, pour moi, il faut absolument cranter que les océans ne doivent pas être un nouvel espace d'exploitation des fonds marins pour des raisons minières.
on risque une fuite en avant en la matière avec les annonces de Donald Trump dans, vous en parliez, la zone économique exclusive, mais aussi dans les eaux internationales. Et là est aussi tout le danger, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un exploitant va commencer à aller tenter d'exploiter les fonds marins dans les eaux internationales, où est-ce que ça s'arrête ? Et qui seront les autorités de régulation de ces espaces. Et là, on est vraiment face à un risque qui est majeur. Je me rappelle, je discutais il y a quelques jours encore avec des scientifiques qui me disaient que à 50 mètres de profondeur, on voit encore aujourd'hui le trait, par exemple, d'un sous-marin qui était passé au fond des océans. Et encore 50 ans après, on voit ce trait au fond des océans. Et donc, on se rend compte de l'impact majeur de lancer une exploitation de ces fonds marins. Alors, en plus, sur dans des espaces dans lesquels on connaît encore très peu les ressources et les écosystèmes. Bon, mais est-ce qu'on ne joue pas à se faire peur quand même ? Je commence avec vous, Romain Troublé, parce que techniquement, c'est quasi impossible. Comment ? Techniquement, économiquement aussi, encore parce pire. Que ça coûte très cher d'exploiter le... Alors effectivement, il y a sans doute des richesses minières au fond des océans, mais enfin, il n'y a pas les solutions techniques et ça coûte trop cher, non ? Bien sûr, oui, mais il y a des États qui ont que ça pour vivre, donc ils poussent pour qu'on le fasse, pour puisse le faire. Il y a quelques États comme ça dans le Pacifique notamment qui n'ont rien. Et c'est parti de ça, c'est parti au départ d'un État qui s'appelle Nauru, qui a fait fortune du phosphate sur son île pendant des dizaines d'années. Et tout exploité. Tout exploité, tout s'est cassé la figure. Et maintenant, il cherche un relais de croissance, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc vous dites attention quand même. Moi, je dis attention. Il peut y avoir quelques endroits sur la planète où on poussera les projets. Bien sûr, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un règlement, un code minier très solide et très contraignant. La France est le pays qui a la position la plus ferme. Le président Macron a dit on ne exploitera jamais les grands fonds marins en haute mer. C'est ça qui était... Et on nous l'a reproché parce qu'on va trop loin. Beaucoup d'États sont plutôt à dire 10, 15 ans, laissons le temps de voir ce qui se passe. Donc on en est là aujourd'hui. Et moi je peux vous dire qu'au fond des océans, il n'y a pas de la photosynthèse, il y a de la chimiosynthèse. C'est quoi ? C'est un truc qui fait de la vie là où il n'y a pas de lumière. Et quand on a découvert ça il y a 40 ans, tout le monde, tous les chercheurs ont halluciné. Il ne devrait pas y avoir de la vie quand il n'y a pas de soleil. Là-bas, avec la chimie, le vivant, les organismes, les gènes ont su se servir de ces potentiels chimiques pour faire la vie, pour faire de l'énergie. Donc n'allons pas bouleverser cet équilibre. Et ça, c'est des ressources de connaissances pour l'industrie de demain, fantastiques aussi. Et donc si on va exploiter pour quelques métaux, on va détruire aussi toute une branche entière de l'évolution du vivant. Marie Belland, j'ai dû poser cette question à je ne sais combien d'invités, d'experts, de spécialistes. Faut-il prendre Donald Trump au sérieux ? Non, mais pour rebondir sur effectivement la question des ressources, qu'il y ait des ressources formidables au fond de l'océan, on en est tous persuadés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là pour en parler. La question, c'est quelles ressources ? Parce que si c'est effectivement pour exploiter des ressources minières, effectivement du cobalt, mais il y en a ailleurs, ce n'est pas du tout rentable économiquement. C'est pas un hasard s'il n'y a qu'une entreprise canadienne, donc The Metal Company, que personne ne connaît. Qui est en faillite. Enfin, je veux dire, qui est en faillite, qui a des actionnaires derrière. Qui a essayé, mais qui est en faillite. Mais qui a fait un peu un coup, parce qu'en fait, ils ont besoin de ça, parce qu'ils n'ont rien d'autre. Mais aucune compagnie minière sérieuse, pour l'instant, n'a prévu d'aller explorer les fonds marins, même si, quelques compagnies allemandes y réfléchissent, mais pour l'instant, enfin, en tout cas, c'est très virtuel. En revanche, il y a peut-être effectivement des ressources génétiques intéressantes. Et là, peut-être des labos pharmaceutiques pourraient s'y intéresser dans le futur. Mais avant de faire ça, il faut les connaître, il faut aller faire des recherches, donc il faut les explorer, pas les exploiter. Et c'est ça qui sera peut-être la richesse de demain. Ça serait effectivement un grand risque, je pense, que de se dire, on prend là l'exploitation des fonds miniers parce qu'on a besoin de cobalt, de tout ça, mais sauf qu'on peut le trouver ailleurs. Et ce n'est pas rentable aujourd'hui, de toute façon. Alors, l'un des enjeux de la conférence sur l'océan qui s'ouvre demain à Nice concerne la pêche, la surpêche. 80% des espèces propres à la consommation sont surexploitées ou pleinement exploitées. Et Emmanuel Macron, puisqu'on s'intéresse aussi à son action et son bilan, il met en garde sur le risque d'effondrement des stocks. On l'écoute. Si nous ne mettons pas fin à la surpêche au niveau mondial, nous faisons face à un risque majeur d'effondrement des stocks qui mettront en péril tous ceux qui vivent de ce métier, mais aussi tous ceux qui dépendent en partie de la mer pour se nourrir.
Et normalement, Audrey Vetaz apparaît. Et oui, c'était la surprise. Bienvenue Audrey, pour nous parler à la fois de surpêche et des aires marines protégées, puisque c'est l'un des sujets qui pourrait être à l'ordre du jour à l'occasion de cette conférence des Nations Unies sur le climat, l'interdiction du chalut dans ces aires marines protégées. En effet, parce que oui, Thomas, ça paraît invraisemblable, mais il est possible de pratiquer le chalutage de fond, cette pêche qui consiste à racler les fonds marins dans une aire marine protégée de type Natura 2000, une zone créée à l'origine pour préserver les écosystèmes marins. C'est possible et c'est même très souvent le cas. La pêche de fond est encore pratiquée dans 90% des aires marines protégées de l'Union européenne. Pourtant, dans les faits, des objectifs ont été pris. La Commission européenne prévoit d'éliminer progressivement cette technique de pêche décriée dans les aires protégées d'ici 2030, mais 2030 c'est dans 5 ans, il y a encore énormément de travail. Pour accélérer les choses, et notamment parce qu'on approche de la conférence des Nations Unies pour l'océan, l'association Greenpeace a réalisé une opération coup de poing en larguant, c'est les images que je vais vous montrer, 15 énormes rochers en Méditerranée, c'est quand même assez impressionnant, au large du port de Leucate dans l'Aude, dans une aire marine protégée. Écoutez la raison. Le principe du chalutage de fond, c'est que le filet est collé au sol, collé au fond marin, à l'aide d'une barre qui le laisse et qui permet donc de racler le fond. Et c'est ça un des problèmes principaux de cette technique, c'est qu'elle est destructrice pour les habitats. En mettant un bloc sur le chemin, donc un bloc qui fait, on a 2 formats, des blocs d'1 tonne, des blocs de 2 tonnes, on empêche physiquement le passage sur cette... Donc on crée un obstacle physique au chalutage. Et Thomas, c'est pas anodin si cette opération a lieu en France, car notre pays ne plaide pas pour une interdiction totale de cette pratique dans les aires marines protégées. Au contraire, Emmanuel Macron défend une approche au cas par cas, en estimant que toutes les aires ne sont pas aussi vulnérables les unes que les autres. L'autre argument qui est défendu, lui, par l'Ifremer, consiste à dire que l'interdiction pourrait entraîner un déplacement de l'effort de pêche vers d'autres zones, ce qui augmenterait la pression sur les écosystèmes non protégés. Merci beaucoup Audrey. Mathilde Olivier, vous proposez donc, il y a une proposition de loi qui va être discutée dans quelques jours ici au Sénat. Qu'est-ce que vous proposez sur ces méga chalutiers là, qui raclent le fond des mers ? Ma proposition de loi, elle porte sur 2 aspects. D'abord, vous l'avez entendu, aujourd'hui, la protection des océans, les aires marines protégées, elles sont mal définies. Donc nous, ce qu'on veut avec cette proposition de loi, c'est ramener un peu de clarté. De la clarté dans ce que c'est une aire marine protégée et dans ses définitions. Et on a des définitions à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, de ce que c'est une aire marine protégée. Une aire marine protégée en protection stricte, c'est une aire marine protégée dans laquelle il n'y a aucune exploitation et aucune destruction des fonds marins, des espèces. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'aujourd'hui, les définitions de la France, elles s'alignent sur ces définitions internationales. Donc on demande une protection stricte des fonds marins. Mais à quoi ça sert, pardon de nous interrompre, d'avoir un texte plus contraignant s'il n'est pas respecté après ? Puisque déjà le texte existant, on l'a vu, Audrey nous donnait les chiffres, c'est même pas respecté au niveau européen. Mais en fait, aujourd'hui, on est dans une situation de flou complet. C'est-à-dire que la définition de ce qu'est une aire marine protégée, on a 16 statuts différents. Et on n'a pas vraiment... Voilà, on autorise le chalut de fond dans nos 30% d'aires marines protégées. On pêche même plus au chalut dans les aires marines protégées qu'en dehors des aires marines protégées en France. Et d'après l'UICN, d'après un certain nombre de chercheurs, on a seulement 1,6% de nos eaux qui sont aujourd'hui réellement protégées. C'est 0,1% dans les eaux hexagonales. Marie Bellan, sur l'absence, enfin, il y a une sorte d'hypocrisie autour de ces aires marines protégées quand même, non ? Oui, alors si j'essaie de défendre l'autre point de vue, c'est vrai que ce qu'on dit souvent aussi, parfois ça veut dire il y a aires marines protégées, et que ça dépend de ce qu'on veut protéger. Il y a des aires marines protégées où on va vous dire, là, on veut protéger les oiseaux. Parce que c'est ça, là, dans cette zone-là, par exemple, c'est eux qui sont en danger. Et le fond est sableux, de toute façon, il n'y a plus rien, on peut y aller. Il y a d'autres aires où, effectivement, c'est des fonds marins, donc là, il ne faut pas y toucher. Mais j'entends bien la limite de cette argumentation, parce que, comme on l'a très justement dit au début, les écosystèmes, c'est un tout. Alors, s'il y a des oiseaux en surface, ça veut dire que c'est parce qu'il y a des poissons sous l'eau. Donc, s'il n'y a plus de poissons, il n'y aura plus non plus d'oiseaux. Donc, ça semble cohérent, effectivement. Donc, c'est pour ça que quand on a ce discours de dire, on voit ce qu'on veut protéger, non, ça ne marche pas comme ça, effectivement. Et ensuite, oui, un des objectifs, justement, de l'UNOX, ça serait que davantage de pays
s'engage pour atteindre ces fameux 30% des océans protégés, je crois qu'on est, alors vous le disiez 12%, c'est entre 8 et 11 ou 12%, donc on est quand même loin de l'objectif, c'est pour 2030, hein, c'est quand même demain. Mais après, effectivement, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot d'aire marine protégée? Strict, fort, on s'y perd un peu. Et puis alors, il y a aussi d'autres zones, si j'ai bien lu, une directive européenne qui interdit le chalutage en dessous de 800 mètres de fond dans l'Atlantique Nord, mais même si c'est pas une aire marine protégée. Donc en fait, il y a toute une mosaïque de réglementations qui sont quand même compliquées. Et là, je me mets juste un instant à la place des pêcheurs, c'est vrai que c'est pas forcément évident et il y a un besoin de clarté. Peut-être que l'UNOX serait aussi l'occasion d'avoir plus de transparence et de clarté sur c'est quoi une aire marine protégée vraiment. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de pêcheurs ou de familles de pêcheurs et qui sont en train de nous regarder en disant ok d'accord, mais alors vers où ça va nous mener, vers quel type, est-ce qu'on va pouvoir continuer à travailler ou pas? Et c'est pour ça que ce chapitre est intéressant, je trouve, Romain Troublé. Déjà de quoi on parle? C'est-à-dire que ces aires marines protégées, c'est quelques centaines de mètres au-delà des côtes, ça dépend des lieux. Ça dépend des écosystèmes à protéger ou qui ont été évalués par l'IFREMER et d'autres chercheurs de CNRS comme des zones intéressantes à protéger, qui sont d'intérêt écologique, je ne me souviens plus du terme, intéressant. Et donc c'est ça qu'il faut protéger en priorité, parce que c'est là qu'il y a des frayères par exemple, où les poissons viennent se reproduire. Des zones comme ça où il y a vraiment une raison de le protéger. Mais tout l'enjeu de tout ça, c'est surtout de la pêche de demain. Qu'est-ce qu'on continue comme ça, je pense que dans les 10 années qui viennent, la pêche, il n'y en aura plus en France, les pêcheurs. Je pense qu'il y a un vrai sujet de comment on pêchera demain et comment ça va nous emmener dans un futur durable pour un monde entier. Parce qu'il peut concerner les pêcheurs et les filières. Ça, ce sera notre dernier chapitre. Mais sur ces aires marines protégées, je vous propose d'écouter un témoignage. C'est celui de la directrice de la conservation au programme Océan de la Société pour la Nature et les Parcs du Canada. Peut-être sur l'effet qu'aurait une vraie protection de ces aires marines. Écoutez-la. Ici au Canada, nous protégeons les chaînes alimentaires, par exemple, ou l'habitat, là où les poissons se nourrissent, s'accouplent, là où ils grandissent. Et nous avons vu dans d'autres régions que lorsque vous créez ces zones protégées, les poissons peuvent vieillir et les poissons plus âgés se reproduisent davantage. Ils ont des bébés en meilleure santé et plus nombreux. Et ce qui peut arriver, c'est que cela puisse réellement ensemencer les zones autour de la zone marine protégée, qui peut ensuite être pêchée de manière durable. Et je veux bien votre retour d'expérience, Romain Troublé, c'est-à-dire que quand on réussit, à quel point ça va vite? Vous voyez ce que je veux dire, la reconstitution d'un écosystème marin quand on laisse la nature tranquille? Si vous prenez par exemple ce qu'on connaît bien, c'est les récifs coralliens. Quand un récif corallien se fait détruire par une tempête ou par un événement de réchauffement de l'eau très fort, en 3 à 5 ans, 4 à 5 ans, l'écosystème repart. Alors, ça pas les mêmes espèces, parce qu'on peut adapter d'autres espèces, mais n'empêche qu'on a du mal à se dire que c'était mort il y a 5 ou 6 ans. En fait, c'est assez rapide, 5 ou 6 ans. La résilience de l'océan, c'est son plus grand atout. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est intéressant aussi à raconter, c'est que si on lâche la pression, très vite, un poisson, chaque fois qu'il pond 300 000 œufs. 300 000. Donc, un peu différent de nous. Et donc, c'est très important de prendre ça en compte. Et moi, encore, je vous le dis, c'est pour les pêcheurs que cette histoire. Il faut y aller au bout. Il faut avancer. Mickaël ? Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas de... Une fois que tous les enjeux sont posés, il n'y a pas de volonté politique, en réalité. Il y a du wishful, comme on dit. On réunit, on fait un sommet, on dit il faudrait. Mais tant qu'il n'y aura pas de processus, comme on a assisté à ceux de la COP, avec quand même des accords contraignants entre les pays, qui puissent effectivement avoir des clauses régulières et des manières régulières de se rencontrer pour le contrôler, il n'y aura pas d'évolution dans les politiques publiques autour de l'océan. Il suffit d'ailleurs de voir, quand on voit même l'organisation du gouvernement. Alors, regardez, la mer est perdue dans les 10 titres qui sont attribués donc, à la ministre... ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Et à une époque, la mer était au transport, quand c'était Annick Girardin. Et donc, en fait, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a tellement de problématiques à côté qu'on évoque régulièrement ici tous les jours, qu'on a vraiment le sentiment que, malgré toute l'importance de l'enjeu, il n'y a pas de volonté politique. Vous êtes, je crois, petite fille de pêcheur, Mathilde Olivier. Est-ce qu'il faut revenir en arrière, c'est-à-dire à la façon de pêcher de votre grand-père, ou alors est-ce qu'on n'est pas obligé de pratiquer la décroissance? Allez, je mets les pieds dans le plat.
Non, il ne faut pas du tout romantiser la manière dont se passait la pêche à l'époque. Il faut savoir que la pêche, c'est encore aujourd'hui le métier le plus accidentogène de France. À l'époque, les gens regardaient la mer avec aussi une forme de peur. Le nombre de personnes qui mouraient en mer était très importante. Donc non, il ne faut pas du tout revenir en arrière. Les conditions aussi sur les bateaux étaient très dures. Donc ce n'est pas du tout ce qu'on propose. Mais par contre, il faut revenir à des méthodes de gestion de la ressource qui soient plus durables. Et les aires marines protégées sont un outil de gestion aussi des pêches. C'est un outil qui est séculaire, qui est fait depuis des siècles par certaines populations. Et donc c'est l'un des outils à la fois pour la gestion des pêches, mais aussi pour répondre à la pression qui sera exercée par le changement climatique demain. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir de plus en plus de canicules marines, il faut que les écosystèmes ils soient résilients face à ce changement climatique. Et c'est le meilleur allié des écosystèmes pour résister. C'est la biodiversité, c'est d'avoir une abondance d'espèces qui peuvent ensuite réagir. Et juste un mot, puisqu'on entendait cette scientifique au Canada qui réagissait. Nous, c'est vraiment sur la science qu'on a basé notre proposition de loi. Et la science, les scientifiques, ils disent que c'est quelque chose qui fonctionne, la mise en place de ce type d'aire marine protégée, qui fonctionne pour maintenir aussi une pêche qui soit durable et pour avoir un bénéfice pour les pêcheurs qui vont pêcher autour de cette aire marine protégée. Marie Bellan, la pêche artisanale française, elle pèse encore quelque chose et elle a besoin effectivement qu'on lui crée comme ça ces zones périphériques pour qu'elle continue d'exister. En tout cas, elle aurait un bel avenir, effectivement, si la pêche était un petit peu plus réglementée. C'est vrai qu'il y a des exemples quand même où, en France, on a réussi à avoir un renouvellement de la ressource. La baie de Saint-Brieuc, on en parlait tout à l'heure, il y a eu des règles très strictes qui ont été mises en place avec un temps limite de pêche, une période de limite de pêche, bien sûr, dans l'année, mais aussi sur la journée, contrôlée par avion. Alors là, ce que vous dites, on voit tout de suite le stock de noix de Saint-Jacques, c'est renouvelé en très peu de temps. Et maintenant, ils en ont presque trop. Enfin, je veux dire, maintenant, donc ça veut dire que c'est possible. Et ces pêcheurs, c'est pas des grands chalutiers énormes. Enfin, je veux dire, donc il y a de la place pour ce type de pêche encore en France. Mais encore faut-il que les réglementations soient respectées par tous, parce que comme on le disait, les quelques pêcheurs qui essaient quand même d'avoir une pêche un peu régulée ou protectrice justement des ressources. Si à côté, leurs voisins, ils font tout à l'envers, ça n'a pas beaucoup de sens pour eux. Mais alors, est-ce qu'il ne faut pas aussi, Romain Troublé, questionner notre mode de consommation? Alors, j'entends mes copains qui sont devant leur télé, ils disent, déjà, on ne peut plus manger de viande, et là, il est en train de nous dire, le Thomas, qu'on ne peut plus manger de poisson. Mais quand même, est-ce qu'on mange trop de poissons mondialement, hein? On mange trop de même poisson en France. Hein. De même poisson, c'est important. Déjà, on mange du saumon, on mange de la lotte, et on mange du bar. Du cabillaud, la lotte, du cabillaud, pareil. Le cabillaud. Donc c'est déjà, si on diversifiait les poissons qu'on mangeait, il y aurait aussi moins de pression sur la ressource. Hein. Et bon, le poisson, le pavé de saumon, c'est quand même un truc pas naturel en plus. Hein. Moi, je déconseille, mais bon, c'est personnel. Mais c'est sûr que si on parle du monde, moi, avec Tara, on navigue dans le monde entier, on croise beaucoup de bateaux de pêche, hein, et quand on croise... parfois, on croise 2 Espagnols ensemble, 2 Français ensemble, etc. Et quand on croise des Chinois, il y en a 80. Les bateaux de pêche. Et c'est légal, bien sûr, là où ils sont. Et donc, un des enjeux de la pêche mondiale, c'est aussi de mettre la chaîne autour de la table et dire comment on fait. Comment on fait pour pêcher mieux. Peut-être pas moins tout de suite, mais déjà mieux. Mais alors, Mickaël nous disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de gouvernance mondiale ou de volonté politique mondiale. Bon, en même temps, là, on a à partir de demain à Nice, tout le monde autour de la table, quoi. Bien sûr. Il y a peut-être une toute petite opportunité à saisir. Sur cette question-là, parce que les Chinois, ils viennent, on ne sait pas encore à quel niveau hiérarchique ils seront représentés, mais ils ne vont pas renoncer à leurs 80 bateaux, là où il y a 2 bateaux espagnols ou 2 bateaux. Je ne crois pas qu'il faut attendre de Nice, des choses pareilles. Il ne faut pas non plus rêver trop avant Nice. Hein. En même temps, la Chine, c'est vrai que c'est un acteur ambigu. On le voit souvent. Alors là, pour le coup, je vais faire le parallèle avec les COP. Dans les COP, la Chine, c'est pas le meilleur élève en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça c'est sûr. Mais n'empêche que c'est aussi un moteur très puissant dans le développement des énergies renouvelables. Et la Chine, elle a toujours un peu cet entre-deux. C'est-à-dire, elle veut montrer qu'elle est une bonne élève. D'ailleurs, elle se présente comme contre l'exploitation des fonds marins. C'est très net. Ils ont réagi, mais dès le jour même où Trump a annoncé qu'il voulait relancer cette exploitation. Et en même temps, ils font beaucoup de pêche illégale. La fin, la Chine.
Oui, la Chine a faim. Et d'ailleurs, elle a des fermes halieutiques monstrueuses dans la mer Jaune pour effectivement élever des poissons parce qu'ils en ont besoin. Enfin, je veux dire, il faut qu'ils nourrissent leur population aussi. Donc c'est un acteur très ambigu, mais justement sur lequel il y a quand même des leviers potentiels de négociation. Et c'est pas un hasard si la ministre était la semaine dernière en Chine. Oui, effectivement. Et alors, je vous repose la même question, Mathilde Ollier, sur notre mode de consommation. Est-ce qu'on doit le changer ? Il y a plusieurs éléments lorsqu'on parle du mode de consommation. Parce que souvent, l'élément qui nous est porté lorsqu'on parle de gestion durable, d'aires marines protégées, c'est la question de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire de notre pays. Mais on a des ressources en poissons sauvages qui sont limitées. C'est-à-dire que si on en pêche trop, bien après on n'en pêchera plus. Et donc, là, tout l'enjeu, c'est de continuer à avoir une pêche qui soit durable sur le moyen terme. Et puis, bien sûr, il y a la question des fermes d'élevage, de la pisciculture. Et là, on a une proposition de loi. Moi, au Sénat, je travaille sur les aires marines protégées. À l'Assemblée nationale, l'un de mes collègues, Damien Girard, a déposé une proposition de loi pour un moratoire sur les fermes de saumon en France. Et je rentre juste d'un déplacement au Sénégal. Je suis rentrée ce matin. Sénégal, qui est un pays qui est une nation de pêcheurs. Les Sénégalais pêchent beaucoup et ont vu leur production de poissons s'effondrer parce que cette pêche chinoise illégale, notamment, qui est venue dans leurs eaux. Et tous ces poissons qui sont pêchés au Sénégal sont ensuite exportés pour nourrir les saumons des fermes françaises. Et donc la question de la sécurité. Ils sont même pas mangés par les populations locales. Ils ne sont plus mangés par les populations locales. Les pêcheurs sénégalais ne peuvent plus vivre et viennent. Il y a un lien très direct qui est aujourd'hui fait par l'Organisation internationale de la migration entre immigration illégale et moins de pêche possible au Sénégal. Et donc, en fait, comme les écosystèmes marins sont globaux, et bien la même chose, la pêche, elle est aussi globale. Elle a toujours été globale. Les pêcheurs, ils sont toujours allés pêcher dans d'autres aires, dans d'autres espaces. Il faut absolument réguler ça à l'échelle internationale. Mais il y a des eaux internationales, Romain Troublé, mais c'est pas une zone de non-droit quand même. Ah bah si. De fait, c'est une zone de non-droit. Pas mal, parce qu'en fait, ce qui s'applique sur un bateau qui est à plus de 300 km des côtes, et ce qui compte sur ce bateau, c'est la loi du pavillon, la loi du pays dans lequel il est enregistré. Et donc, il y a pas mal de pays qui ne répondent jamais au téléphone. Quand une marine nationale française veut arrêter un bateau en pleine mer, en haute mer, il doit demander l'autorisation du pays dans lequel ce bateau est enregistré. Et il y a souvent des bateaux et pays qui ne répondent jamais au téléphone. Donc, en fait, on ne peut pas les arrêter. Donc, en fait, moi, je rêve de changer ça, en fait. Moi, je rêve de... Pourquoi ne pas dire que tout l'océan est protégé par défaut et que si on veut exploiter, on doit prouver que c'est durable. Au lieu d'aujourd'hui donc obtenir un permis, quoi. Oui, ou de montrer que l'activité qu'on va faire, économique, elle sera durable. Et aujourd'hui, pourquoi ne pas inverser le champ de la preuve? Aujourd'hui, l'océan est exploitable partout, et puis si on veut le protéger, il faut quelques ONG désargentées qui militent pour dire, il faut protéger là, parce que prouver qu'il faut protéger. Moi, je pense qu'on arrive à prouver qu'on peut prélever. Ça semble un peu utopique, mais on a envie d'y croire. Mais on a besoin de ça, en fait. Allez, il nous reste moins d'une minute, un mot encore. Ça revient exactement sur votre première interrogation qui était sur celle de l'océan bien commun. En fait, aujourd'hui, lorsqu'on parle de 10% d'aires marines protégées en protection stricte, de 30% d'aires marines protégées, en fait, on peut renverser le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 90% des océans ne seraient donc pas protégés. 70% sans aires marines protégées. En fait, on peut aussi retourner le sujet, puisque lorsqu'on va pêcher, en fait, on prélève une ressource, on ne la paye pas. On ne paye pas le bar qu'on sera allé pêcher. On paye son carburant peut-être, mais pas la ressource. C'est la dernière cueillette. Merci beaucoup, merci à tous. Je vais rappeler, Romain Troublé, le titre de votre livre « Aujourd'hui l'océan, parcours d'un engagement » qui est paru aux éditions Stock. Marie Bellan vous lit évidemment dans le journal Les Échos. À très bientôt sur le plateau de Public Sénat. Je vous rappelle que on vous donne rendez-vous à partir de vendredi sur le canal 8 de la TNT. D'ailleurs, exceptionnellement, il y aura un Sens Public vendredi dans lequel on recevra le président du Sénat. Une interview politique qui promet peut-être d'être musclée, qui sait. Une demi-heure face à Gérard Larcher, puis ensuite un grand débat d'1 heure autour du pouvoir des femmes. Et si les femmes sauvaient le monde? Ça, c'est le rendez-vous de vendredi à 18h. Et d'ici là, on sera présent demain, évidemment, toujours sur le canal 13 à 18h et 22h. D'ici là, notez que Philippe Tabarot, le ministre chargé des transports, sera l'invité de la matinale demain face à Ariane Mancini. Il sera 8h du matin. Belle soirée.